because of the way that the populations are treated. And if I might just throw in one last thing. When the Americans went in 2001, they persuaded a number of women in Afghanistan to throw off their burqa, their veil, you know, the robe that they wear. And this was heralded everywhere as liberation, even though many Afghan women of all sorts of different politics said, look, this, you know, don't identify the burqa necessarily as the thing that most oppresses us. Many women wear it because they feel safer wearing it in a very dangerous society, and so on. And anyway, why should the Americans come along and tell us what the definition of oppression and what the definition of liberation is? But what I think is quite insidious about this was in 2001. Not wearing the burqa is meant to equal liberation. It is now the case in a number of countries in Europe, as I'm sure people are aware, that there have been laws passed where women are now fined for or prevented from going to certain places because they cover their heads or they cover their faces. I think this is a form of cultural imperialism which we should reject. I don't believe that it is the job of anybody to tell women how to dress or how not to dress. And I'm absolutely against the situation, for example, in Iran, where women are made to cover their heads. That should be a free choice as well. But I'm absolutely against Western governments, especially against a background of racism and Islamophobia, which is so strong in Europe at the moment. I'm absolutely against these laws which prevent people from dressing in the way that they want to. Danke, Lindsay. Du hast jetzt auch den Bogen geschlagen noch zu einem ganz wichtigen Thema, das heute permanent diskutiert wird, diese Vorstellung, dass der Westen sozusagen die arabische Frau befreit und so weiter. Du hast die Stichworte gegeben, auch die Gesetze bei uns. Vielleicht möchte ich jetzt gleich das weitergeben, auch nochmal nachfragen bei Nachla. Wie klingt das für dich? Also du kennst diese Diskussion, du bist eine Frau, die aus der arabischen Welt kommt. Wie ist das für dich, diese Vorstellung? Wie erlebst du das? Auch diese Vorstellung von Zivilisation, dass Europa hier sozusagen die Frauen in der arabischen Welt befreien sollte. Wie schätzt du die Bedeutung davon aus? Wie wird das vielleicht auch in den arabischen Ländern selbst diskutiert? Ja, als Teil von es niemals gefallen. Merci. La seule conséquence que je connais de cette tentative de so-called, soi-disant, libération des femmes par un modèle imposé qui définit qu'est-ce qui est libre, qu'est-ce qui ne l'est pas, et je suis totalement d'accord avec Lindsay sur ce qu'elle a dit, c'est que ça crée une réaction opposée qui fait que beaucoup de filles que je connais, même des étudiantes à moi dans les universités où j'ai enseigné, ont décidé de porter le voile, pas parce qu'elles sont religieuses, pas parce qu'elles sont croyantes, pas parce qu'elles pensent que c'est une obligation, mais par défi pour l'Occident. Ça s'est produit en France, beaucoup, massivement, quand il y a eu la loi contre le voile. Moi, je vous dis, même sincèrement, ma fille, qui à cette époque avait peut-être 15 ans, s'est réveillée le matin, elle a dit « Maman, je vais aller à l'école avec le voile », alors qu'elle est d'habitude en été en bikini. C'est-à-dire, je lui ai dit « Bon ». C'est un peu contradictoire, et puis tu peux contester cette décision qui était vécue comme étant un acte, pas que d'oppression, mais un acte d'une extrême posture hautaine, qui était vécu comme un challenge, comme un défi qui devait être relevé par adopter la langue ou la position de l'opprimé. C'est-à-dire, soudain, ça a été vécu comme étant une oppression d'une catégorie sociale. En conséquence, les musulmans qui pouvaient s'habiller, ou certains qui pouvaient s'habiller avec le voile. Je crois que ce que je vais dire peut-être va vous sembler un peu terrible. Je crois que l'Occident s'en fout.
C'est-à-dire que le sentiment qui encore aggrave beaucoup plus cette situation, c'est que les pouvoirs occidentaux expérimentent des choses et après, quand ils trouvent que ça ne marche pas, ils passent vers autre chose et ils expérimentent autre chose. Et puis parfois, ils lâchent des campagnes qui ont une fonction tout à fait précise, dans une conjoncture précise. Et puis quand ça marche pas ou quand ça marche, ils passent à autre chose et ils ne regardent pas les conséquences. Je crois que la montée totalement extraordinaire de l'islamophobie, par exemple, en Europe, et là où j'ai vécu pendant 20 ans, c'est-à-dire en France, elle a été le frère jumeau tout à fait de la montée des expressions fascistes et néo-fascistes dans ce même pays. C'est-à-dire, on a transformé les musulmans en démons et en même temps, on a ce qui a fait le lit à la démonisation de l'islam et des musulmans et par extension des immigrés, même quand ils ne sont pas musulmans, et par extension de formes de racisme contre les Noirs, contre les basanés, etc. Je crois que ceci fait partie aussi de la guerre, c'est-à-dire si j'avais pu parler de la guerre en général, j'aurais dit que la guerre n'est pas uniquement celle des bombes et non pas uniquement celle du mensonge et leurs liens, mais aussi c'est les campagnes islamophobes, les campagnes contre les immigrés, les campagnes contre les pauvres. Je crois qu'ils ont un lien entre toutes ces campagnes qui sont des guerres quand même. Il y a une guerre, je dirais, permanente et qui se produit pas toujours avec les armes, avec les bombes, mais qui est liée à celle qui se produit avec les armes et les bombes. Je crois qu'il faut être conscient de ça. J'aimerais beaucoup terminer avec une phrase d'un philosophe que j'aime particulièrement, qui est Jacques Rancière, qui dit que la politique, c'est d'abord la configuration d'un espace spécifique. Comment tu présentes et comment tu interprètes et qui a la parole, c'est ça aussi la politique. Et la guerre étant de la politique aussi, c'est par extension la même chose. Quand on parle du voile, quand on parle des pratiques musulmanes, quand on ment parfois même sur, par exemple, l'excision des filles qui n'est de rien de l'islam, mais qui est une tradition pharaonique, etc. Et on veut absolument que ce soit de l'islam. On fait en sorte que ce soit dans la conviction des gens, la parole des dominants, à ce moment, devient, elle, la vérité. Et le dominant, d'habitude, ne s'inquiète pas beaucoup des conséquences, ni sur le dominé, qu'il veut dominer, qu'il veut continuer à dominer, ni surtout sur sa propre population. Je crois que il y a un retour parfois comme un boomerang, un retour des conséquences, mais c'est aussi une des caractéristiques de ces groupes qui nous dominent, qui est celle de s'occuper beaucoup de la capacité à maintenir la dominance actuellement, de ne pas regarder en arrière, de ne pas évaluer les conséquences de ses propres actes, et donc de toujours être dans une seule démarche et un seul objectif, celui d'assurer la domination par tous les moyens. Je crois que c'est ça aussi la forme de barbarie que je crois très liée à cette domination spécifique, qui est celle de juste s'occuper de conserver sa domination par tous les moyens, en stigmatisant des populations, en mentant, en faisant tout ce qui est possible.
Du hast uns auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Krieg auch mit Worten geführt wird, auch mit Bildern, dass es auch darum geht, gewisse Sichtweisen oder Verbindungen oder Zuschreibungen, eben Islamophobie, die Bilder, die kreiert werden vom Islam und seinen Traditionen und so weiter, sind eine ganz wichtige Dimension der heutigen Kriegspolitik und der Kriegsrhetorik. Ich mache jetzt wende nochmal eine Frage an Hamid, dann haben alle zweimal das Wort ergriffen, dann können wir nachher auch gerne mal aus dem Publikum noch das eine oder andere aufnehmen. Hamid, was ich dich noch fragen oder nochmal aufgreifen wollte, du hast bei deinem ersten Beitrag stark betont auch diesen Unterschied zwischen den reformistischen und den revolutionären Kräften damals, also Zeit des Ersten Weltkriegs. Wie siehst du das denn heute? Also wir sind ja heute, um das rauszugreifen, diese Bewegungen, diese Revolten, diese Aufstände, Revolution in der arabischen Welt zum Beispiel, ja, das ist ja ein ganz spannendes Phänomen. Wie ist diese Unterscheidung heute noch sinnvoll zwischen Reform und Revolution und was bedeutet sie zum Beispiel im Kontext der arabischen Revolutionen oder wie wollen Sie ja genau nennen? Vielleicht ganz kurz dazu noch und dann gerne das eine oder andere aus dem Saal. Thank you very much. Just to continue on the first question, just 1 second, is also, I think what is really important to understand is that the World War, and it also reflects on the question now, the First World War was not the choice necessarily of the leaders of the bourgeois world, let's say it like that. While it in fact showed the enormous contradictions built up in bourgeois society, in the capitalist system, and the absolute necessity for the bourgeoisie to solve them. And the World War was the only way possible they could do that or not. Obviously, if the leaders of the social democratic organization at that time had been revolutionary, they would have overthrown the system before it got that far. But I mean, I think that also comes to the situation today. In fact, I think there's been a lot of talk today, at least the talks I've been able to hear. I wasn't able to hear Lindsay because we were speaking at the same time. There's been a lot of talks and interventions about the specific nature of the world today, and especially in the Arab world. What is imperialism? What is the character of these revolutions? What is the character of the leaderships? But I think what is in fact, I mean, obviously the details are very important, and we should study them in detail, especially if we're revolutionaries like me. But I think what's the most interesting thing is how little has changed since in the last 100 years. The question of class struggle is just as relevant, even more relevant probably, than in 1914. What is it that we're standing in front of? What is it that we saw in 2008? It wasn't just a normal cyclical crisis, and then afterwards we'll go back. I think it was the economist who said, yes, we'll go back to normality, but it's going to be a different kind of normality. The question today is, throughout the Arab world, in Europe, everywhere, the capitalist system as a whole is incapable of giving the most basic concessions to the working masses. I mean, it's not much that people are demanding. Just a loaf of bread, a job, a roof over their heads, and even that it is incapable of giving. On the contrary, in all these countries, also in the Middle East, it is waging as a system a ferocious attack against living standards. I just saw a few days ago there was riots and like an uprising in many areas of Jordan. And why was that? Because of the cuts in the subsidies to fuel. I mean, that's kind of an equivalent to the cuts in the welfare state that we're seeing in the Western world. Obviously, in those countries, the system is far from as developed as in Europe. But in a sense, it is concessions that the workers and youth had fought for to gain, to have just the basics taken care of. And the system is incapable of doing that. In Egypt, you have democracy now. That's very good. I mean, it's not a full democracy, but I think a lot of people can do what they want to do, even if it's not the law, because the balance of forces have changed.
But what does that mean for the workers? I mean, there's no more jobs in Egypt. The economy is collapsing.